Madame, Messieurs, chers amis, bienvenue et le plaisir de vous de savoir encore aujourd'hui parmi nous dans le cadre de ce club littéraire. Le club littéraire est rendu à cette édition de la pause littéraire, car comme vous le savez déjà, l'espace Gatien Mozart, en son club littéraire, à la pause littéraire le jeudi, 15h réservé aux romanciers, aux poètes et même aux conteurs et aux dramaturges, et son 2 heures scientifique le dimanche 15h qui lui est réservé aux essayistes, aux chercheurs, aux analystes et aux universitaires. Donc dans le cadre de cette pause littéraire ce jeudi, Camille Jefferson, qui est rédacteur en chef dans un quotidien qui paraît au Cameroun, et déjà de plus en plus écrivain, nous a fait l'amitié d'être là. Certainement que le livre Le Roi de la République a aussi capté notre attention, comme l'attention de plusieurs personnes depuis un certain moment. Pour un livre pourtant paru en octobre 2016, il y a de quoi vous dire que ce livre est en train d'avoir comme une nouvelle vie à travers les critiques dithyrambiques et positives à l'endroit du livre, qui est un roman fiction qui remet un peu au centre le jeu de pouvoir, une affaire de pouvoir, une affaire de présidence. Et le titre, Le Roi de la République, vous donne déjà une idée de ce que ça va être comme histoire. Donc, pour parler donc du comment et du pourquoi du Roi de la République, Camille Jefferson nous a fait l'amitié d'être là. Camille Jefferson, bienvenue. Merci Ernesto Yéné, merci de nous recevoir dans cet centre de la culture. Quartier Mozart, c'est la première fois que je me dans cet espace. On doit dire d'entrée de jeu, je suis bluffé. Ça fait quoi d'être interviewé? Pour toi qui as l'habitude de plus en plus d'être l'intervieweur d'un journal qui a pignon sur lui déjà. C'est vrai, mais bon, je dois aussi dire que c'est la première fois que je me fais interviewer et que ça devient de plus en plus une sorte de seconde nature. Donc voilà, on va reprendre les questions. Donc comment tu t'expliques, comment tu comprends l'engouement, tu vois, ce nouvel engouement qui a apparu en 2016. Comment tu expliques ça? Grandi en 2020, il y a comme une agitation pour le livre. Il y a une agitation. Déjà, il faut dire qu'il y a eu un certain intérêt lorsque l'ouvrage est sorti en 2016. Et je dois dire que il faut comprendre que les questions électorales, parce que c'est sur ça que porte la trame de l'ouvrage, les questions électorales sont des questions qui suscitent toujours beaucoup d'intérêt, notamment dans nos démocraties africaines, mais pas que. C'est des questions qui suscitent toujours beaucoup d'intérêt, qui captivent l'attention. Et je pense que cet intérêt, ce nouvel intérêt, est lié au fait que les gens ne se lassent jamais, n'est-ce pas, de lire des histoires ou des faits relatifs à l'histoire, aux intrigues. Caprice de roi ou plutôt de président, il lui faut des élections libres, transparentes et démocratiques. Et pourtant, par sa propre faute, il est le seul candidat en lice. Qu'à cela ne tienne pour plaire à la communauté internationale et aux observateurs internationaux, il faut lui dénicher un challenger sérieux, à même de donner à cette consultation électorale une tonalité particulière, basée sur la possibilité réelle d'une alternance au chemin de l'État. On lui en trouvera 4, mais surtout un, taillé sur mesure, style populaire. Il séduit et grimpe dans les sondages, c'est le candidat idéal. Le roi de la République a réussi son coup, sauf que là, nous sommes sur la 4e couverture de cet ouvrage. Donc déjà, 2016, qu'est-ce qui a suscité l'intérêt de ce thème? Comment est-ce que tu décides d'écrire? Quel est le déclic? Quand on dit 2016 en réalité c'est la date de parution du chemin. Mais avant ça, il y a eu un travail qui a été fait. Je dois dire que c'est un ouvrage que j'ai commencé à écrire, je crois, en 2010-2011, mais surtout en 2012. Je mets vraiment le turbo. L'idée me vient en 2010-2011, surtout en 2012 parce que le contexte, il y avait un contexte électoral en 2011 déjà, mais l'idée se précise avec ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en Guinée, avec l'arrivée de Moussa Dadis au pouvoir. C'est de là que part le vrai déclic, en fait. Et puis il y a eu également des élections au Gabon qui ont permis, n'est-ce pas, de nous forger, de mieux mûrir mon inspiration. Donc c'est de là que part cette inspiration-là. Et bien sûr, il y a un temps pour maturer le projet, pour dessiner une sorte de bâtir un schéma. Je quitte de X pour arriver à je quitte de A pour arriver à Z et pour
pour quitter de A à Z, il faut que je passe par quel couloir. Et voilà, en 2013, en 2014, j'achève le livre et je prends contact avec un éditeur du dépôt. Et les négociations vont durer pratiquement un an. Wow. Ça n'a pas été facile. Vous savez, la question de l'édition en Afrique, notamment au Cameroun, c'est une question assez importante parce que globalement, partie l'inspiration. Ouais. Vous parlez d'un régime éternitaire. Même à l'époque où j'écris ce roman, Mugabe est encore président. Je viens de dire que ce n'est pas de Mugabe que je voilà, veux parler. Mugabe est encore président. Mais je me dis quand même que voilà, c'est... Mugabe est encore président. Par exemple, au Zimbabwe, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Donc, mais ce que je dois dire, c'est que l'auteur s'inspire souvent aussi de ce qui se passe autour de lui. C'est un récit fictionnel, mais c'est un récit qui s'est inspiré de quelque chose. Au Cameroun peut-être, mais d'autres pays également. Il serait pour moi ici incongru ou avoir l'esprit étriqué si on avait une analyse qui se limite tout simplement. Pour moi, ce serait une erreur. Parce que je vais vous dire, et ça je l'ai dit sur tous les plateaux sur lesquels je suis passé, c'est pas au Cameroun a priori qui m'a inspiré, c'est la Guinée de Moussa Dadis Camara. Et c'est ce qui s'est passé au Cameroun. C'est ça. Donc, non, la question reviendra toujours. C'est ça qui m'inspire. C'est ça qui me dit, je peux rédiger. C'est pas l'histoire là, ou ces histoires-là que je raconte, mais c'est de là que vient le déclic. Bon, et au niveau du style, sur le jeu des personnages, on sent quand même que tu décides d'appeler Roger Kala, ici, qui est le protagoniste, choisi. Parce qu'il faut dire que le président dans le roman choisit 3 candidats, 4 candidats fictifs. Et donc un qui va faire plus sérieux. Et j'aime bien l'allusion quand tu prends l'administration de Napoléon. Plus le mensonge est gros, plus on y croit. Donc tu choisis de ne pas de nommer ce Roger Kala là, mais tu l'appelles plus dans le roman le candidat. Et en plus, il y a des conseillers autour du président. Tu mets autour du président son premier conseiller qui serait son fils. Son troisième conseiller qui serait un cousin, et son neveu, le deuxième qui serait un gars qu'il a eu confiance, qu'il a fabriqué. Oui, c'est une créature. Que tu appelles les conseillers, j'aime bien le mot les créatures, c'est une créature. Est-ce que, comment tu as arrivé à construire ce choix-là? De ne par exemple pas aussi nommer un pays. Oui, dis par exemple, nous sommes dans la République telle. Vous savez, quand vous racontez une histoire, l'écrivain s'amuse. On dit que l'écrivain, quand il écrit des dieux, c'est lui qui met en scène. Et notamment dans le choix de ces personnages-là, le choix de ne pas les désigner par des noms propres, est lié au fait que j'ai voulu que leur fonction surpasse leur, je vais dire quoi, leur personne, eux, en intuitu personnel. C'est ça que j'ai voulu mettre ici en œuvre. Et en écrivant, je me suis rendu compte que j'avais une certaine aisance à les présenter comme le candidat, même s'il a un nom. Et je crois que c'est l'un des rares dont le nom apparaît dans l'ouvrage. Même s'il a un nom, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine aisance et que j'étais plus à l'aise à mettre en avant leur qualité plutôt que leur nom propre. Donc c'est un peu ça. Et puis j'ai choisi de ne pas désigner. Je voulais que tous ceux de l'Afrique francophone tout au monde qui liront mon ouvrage se retrouvent dans cette ouvrage. Il n'y avait pas besoin de dire que ça se passe au Cameroun ou que ça se passe, je ne sais pas, en Guinée, au Gabon, ou que sais-je encore. Donc j'ai voulu que tous ceux de l'Afrique francophone se retrouvent tout au moins, se retrouvent, parce qu'on sait qu'il y a des mécanismes comment on dit ça, de traduction, les mécanismes de traduction qui existent, notamment en anglais et en d'autres là. J'ai voulu tout au moins que ceux d'Afrique francophone se retrouvent dans ce ouvrage. Mais on sent quand même tout au long de l'ouvrage que l'auteur fait partie de ces personnes qui sont des blessés, des déçus de la démocratie des nations africaines. Quand on lit, on a l'impression qu'à un moment donné, on va dire que la nature du journaliste prend le dessus. Je voudrais vous dire que quand je commence à écrire cette ouvrage, je suis même pas trop journaliste. D'accord. C'est-à-dire que peut-être je balbutie encore dans le journalisme. Je dis que je balbutie. Ça, c'est mon deuxième ouvrage. Tu t'estimes comme un écorché. Le premier n'a même pas encore été publié. Je l'ai encore dans. C'est mon deuxième ouvrage écrit, pas publié. Ça, c'est le premier publié. Le deuxième écrit. Mais le deuxième écrit. Donc,
Et puis quand on écrit une histoire pareille, il faut toujours placer le lecteur dans un contexte pour qu'il puisse comprendre, lui expliquer que voilà là où je vais. Même si je suis Dieu, quand j'écris, toi qui lis, tu as le droit de comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, je disais. Est-ce que c'est aussi le fait que, ou alors, est-ce que à travers le roman, on doit lire derrière un jeune Africain qui est plus ou moins déçu de la tenue démocratique? Oui, il y a un combat. Si vous prenez les thèmes les plus prégnants souvent dans les romans, les thèmes comme les droits de la femme, l'amour et tout ça, il y a toujours ce combat lorsqu'on écrit entre le ressenti personnel et l'objectivité. Hein? C'est-à-dire que je veux raconter une histoire, parfois en vous, vous sentez ce combat-là. Vouloir être, quand j'écris, je vais être objectif. C'est-à-dire que si je conçois l'histoire et je présente une histoire, voilà comment je l'ai conçue, voilà comment je la présente. Mais il est possible également que dans ma façon de présenter l'histoire, qu'on ressente que ça c'est... Mais c'est pas l'objectif de chercher. J'ai conçu une histoire. Je dis, monsieur Ernesto, venez vous asseoir. J'ai une histoire pour vous. Vous asseyez, je vous dis, vous savez... Sauf que ce n'est pas un conte. Oui, ce n'est pas un conte, j'ai objectif. Ouais, ce n'est pas mon ressenti que je... Ce n'est pas... Est-ce que ton histoire pour but des dieux africains réveillés, vous faites un arrêt? Ça, c'est à vous les lecteurs de tirer les conclusions qui vont avec. Je parle une histoire quand on écrit. Il faut également que le lecteur fasse sa part. Ouais. Qu'est-ce que le livre a suscité en vous? Le lecteur fasse sa part. Oui, sa part, c'est-à-dire qu'est-ce que le livre a suscité en vous? Et quand vous avez les retours du livre, qu'est-ce que ça vous fait? La plupart de ça, ça te fait quoi quand tu as les retours? La plupart de ça avec des lecteurs avec qui j'ai échangé m'ont dit qu'ils sont d'accord avec ce que je présente, c'est-à-dire que bon, et les gens sont toujours en train d'établir un parallèle avec le Cameroun. Tout de suite, c'est normal, c'est des Camerounais. Mais ne me dis pas que tu n'as pas prévu ça quand tu écris. C'est normal, mais je suis Camerounais. Je l'ai dit, j'étais déjà répondu. Je suis Camerounais. Je me suis inspiré de ce qui se passe, mais je vis dans un contexte aussi. C'est ce que je t'ai dit. Et à la fin, quand j'ai fini de lire l'histoire, je me dis qu'il y a insidieusement ou indirectement ou par déduction. La question de la puissance étrangère est, je vais dire quoi, liée à la façon dont l'ouvrage a été construit. On a même l'impression que c'est le complément principal. Si c'était un plat, un menu, ça va être le plat principal. Quoi, des puissances étrangères qu'il faut faire. Oui, mais vous savez, les puissances étrangères dans les contextes comme les nôtres, nos contextes africains, ont pratiquement la même mise sur nos États. La France africaine ne connaît pas, on va pas. Oui, c'est pas une... Donc, c'est vrai que certains analystes politiques estiment que de moins en moins une certaine puissance étrangère a la même mise sur... mais l'influence est toujours là. L'influence est toujours là et cette puissance étrangère fera toujours tout pour pouvoir convaincre les transitions parce que peut-être ses intérêts également dépendent de cela. Donc maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi pour montrer que voilà, le livre vit. Et le livre a matière à faire réfléchir le citoyen sur de la fiction pour son réel. Le livre a pour vocation aussi d'aider le citoyen à transformer déjà son lui et son environnement. Il y a la lecture au cinéma. Quand vous regardez un pays que la lecture au cinéma ne marche pas, vous devez vous poser des questions. Bon, on ne sait pas pourquoi je ne parle pas de ça au cinéma. Pourquoi il n'y a pas des maisons d'édition nationales qui produiraient même 100 livres par an. Ça aussi, ce serait une bonne suite. Jefferson Kami, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce livre et quelle est la suite des projets? Vous avez parlé des regains. Ouais. Pour moi, c'est tout. C'est une petite victoire. Bon, maintenant, je suis également. Je ne me suis pas arrêté à ce niveau. Je suis en train de plancher sur un autre ouvrage. Ça avance. Il a pris beaucoup de retard à cause des engagements professionnels aussi. Ça avait créé une certaine ambiance, un certain environnement, s'est détaché, dissocier sa qualité de journaliste de sa qualité d'écrivain, même si parfois tout ça se confond. Mais bon, on essaie d'avancer quand même un peu. Moi, je pense que d'ici que j'aurai tout au moins fini avec l'action de cette projet. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Le livre à retrouver bien entendu dans les étals de l'espace quartier nous a disponible pour ceux qui veulent se procurer cet ouvrage. Donc, lire c'est bon pour la santé, ça rend moins idiot.